diamètre, 700 mm de haut, et c'est les figures que vous avez ici. Donc ça, c'est Panasonic. Tesla a conservé son partenariat historique avec Panasonic, et non seulement continue à fabriquer ces cellules-là, mais on va voir qu'il fabrique encore des cellules plus grosses. Initialement, c'était pour les modèles Roadster, modèle S, modèle X. Mais ils fabriquent aussi, enfin ils sont aussi adressés, Tesla s'est aussi adressé à LG pour fabriquer des cellules cylindriques 21700, donc les mêmes que celles de Panasonic, pour fabriquer des cellules NMC, nickel manganèse cobalt, pour la modèle 3 et la modèle Y, plutôt de haut de gamme, celle qui embarque 80 kWh, la long range. Et puis vous avez les phosphate de ferritier dont on vient de parler à l'instant, et là, Tesla, qui fait plus 160 Wh par kilo à comparer aux 240 Wh par kilo des deux autres filières. Mais là, Tesla s'est adressé d'une part à CATL, qui fabrique des cellules prismatiques, et à BYD, autre fabricant chinois, qui fabrique des cellules qui s'appellent Blade, qui sont très très larges et très étroites. Et ces cellules-là alimentent les modèles 3 et les modèles Y d'entrée de gamme. Alors quand je dis d'entrée de gamme, c'est de très bonne qualité. Hein. Une modèle 3 qui embarque des batteries de 60 kWh de CATL, vous ne voyez pas de différence avec une modèle 3 qui embarque des batteries NMC de 60 kWh aussi. Hein. Et en cours de production avec Panasonic, dans le cadre du partenariat qu'ils avaient initialement, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, Tesla est en train de fabriquer des cellules de beaucoup plus grosses dimensions. Des cellules 46-800, donc qui sont grosses comme ça, qui vont embarquer dans les véhicules en cours de production, les nouveaux véhicules qui vont être commercialisés, donc peut-être la modèle 2 l'année prochaine, et qui joueront un rôle structurel dans le véhicule. Et qui vont cesser de jouer simplement un rôle d'aliment. Ce ne sera plus simplement la source d'alimentation et d'énergie, ce sera un rôle structurel du véhicule, donc on va diminuer pour la globalité du véhicule de manière systémique. L'objectif de là, c'est quoi avec tout ça? C'est de prendre le verrou du marché. Les ventes de Tesla, de fait, progressent de 60% en septembre en France. Notre est né le 1er octobre, il y a 12 jours. Septembre 2023. Hein. Les ventes de véhicules neufs ont progressé de 10,7%. Les ventes de Tesla ont progressé de 6 fois plus. Et tout ça parce que Tesla doit se dépêcher avant que les constructeurs chinois déferlent sur l'Europe. En octobre 2023, ces jours-ci, BYD commercialise ses modèles en France. MG commercialise aussi son modèle MG4. Et vous avez peut-être vu la pub. Lorsque le gouvernement français dit mais il faudra absolument qu'on développe un véhicule électrique en France à 100 euros par mois en location, j'ai dit, Monsieur le Président, nous tenons vos promesses, alors que tous les autres constructeurs disent c'est public, hein, vous pouvez les voir sur les affiches. D'autres constructeurs disent c'est pas possible, ils disent mais si c'est possible, on va le faire. Et les véhicules viennent de Chine. Donc ils ont le transport en plus. Et c'est à 99 € par mois, sans apport personnel. Et les MG4, je ne sais pas si vous avez regardé autour de vous, ils commencent à y avoir partout dans les rues. Et oui. C'est la question. Et avec le bonus. MG, c'est un non, c'est chinois. C'est les Chinois, on va racheter MG. C'est pas anglais, c'est plus anglais. MG, c'est chinois. D'accord? Voilà. Et c'est une très bonne voiture. Mais maintenant, si on l'achète, il ne faut pas être naïf. Hein. On se met dans la même situation, on va parler de sur la table, on se met exactement dans la même situation que la situation dans laquelle s'est mise l'Allemagne quand ils ont acheté le gaz russe. C'est-à-dire que aujourd'hui ça va bien, tout le monde est content, et puis demain on sera pieds et poings liés. Il faut le savoir. Et puis décider en conséquence. Et les conséquences se font directement sentir, dès aujourd'hui. Certains constructeurs européens se retrouvent dans le mur. Et dans le dur. Le 2 octobre, il y a 10 jours, Volkswagen est contraint de stopper pour 2 semaines la production de l'ID3 et de la Cupra Born. Pourquoi? Parce que Tesla débaroule et les marchés chinois débaroulent. Et que Volkswagen roule plus ses voitures électriques. C'est plus concurrentiel. Les volumes vendus sont loin des attentes initiales des constructeurs, beaucoup plus violentes que prévu, la concurrence de Tesla, MG, BYD qui produit des voitures électriques en Chine. Volkswagen ne peut pas s'aligner au niveau du prix. Le taux
plutôt la maison brûle, c'est dans l'article. L'urgence est d'économiser 10 milliards d'euros. Ça commence comme ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est peut-être prêt à payer pour 15 ans d'anticipation complètement insuffisante. Là, ils ont pas anticipé. Sauf que là, c'est plus le solaire. C'est les véhicules, c'est l'industrie automobile qui est en jeu. Et l'industrie automobile, c'est l'industrie éthique. L'erreur, elle n'est pas permise. En tout cas, si elle a été permise un jour, elle n'est plus aujourd'hui. C'est trop tard, il faut rater. Donc, il faut mettre les bouchées, il n'y a pas le choix. Alors vous allez me dire, ouais, mais la filière LFP c'est bien gentil, mais le problème c'est que la filière LFP c'est encore une filière lithium-ion. Or, on a dit ce matin qu'il y a un problème sur le lithium qui est un métal critique. Alors comment résoudre les tensions sur le lithium? Eh ben, c'est vrai qu'en 2015, 5 000 $ la tonne de lithium, aujourd'hui 48 000 $. Et si on écoute un expert en géologie, il dit, dans une nouvelle le 22 juin, dû à de nombreux projets d'extraction du lithium, ils sont tous difficiles et à risque. Alors, quelque part, on peut regarder d'autres éléments. Le 14 février de cette année, l'ANE qui dit « Nous, on va devenir un poids lourd mondial du lithium ». On a découvert un gisement de 5,9 millions de tonnes. Le 22 juillet, en Bolivie, 2 millions de tonnes supplémentaires. Donc, en tout, la Bolivie renforce son statut de plus gros producteur mondial de lithium. Enfin, producteur, potentiel mondial de lithium. Le 13 septembre, donc le mois dernier, il y a un mois pile, les USA annoncent le plus gros gisement de lithium jamais découvert dans le monde. 120 millions de tonnes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est peut-être une annonce. Mais s'il y a quelque chose derrière, c'est 12 fois plus que ce qui est prévu dans le plus gros gisement mondial. Voilà, avec une teneur très élevée. Et cela pourrait suffire, dit l'article, à alimenter la demande du secteur de l'automobile pour plusieurs décennies. L'exploitation minière du site pourrait démarrer dès 2026. En France, on a le projet Émilie, l'exploitation de nickel et tinifère. Imerys a investi 30 millions d'euros dans un site dans l'Allier, le site de Beauvoir. En octobre 2022, ils ont donné les résultats de la prospection et en fait, le gisement serait toujours plus important qu'attendu, avec 1 million de tonnes d'oxyde de lithium contre 320 000 tonnes, à comparer aux 120 millions de tonnes de gisement aux États-Unis. Avec une ouverture de l'usine annoncée pour 2028. Et il y a 6 jours, le Figaro, qui interviewe le directeur de l'IRGM, qui je crois va faire une intervention sur Poisson, la France est l'un des pays européens qui a le plus de chances de disposer de gisements importants de lithium. Donc, il n'est pas impossible que sur le lithium, la pression soit également relâchée. Donc quelques bouts de ciel clair dans une mer de nuages. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient contribuer à relâcher ces contraintes? Ben oui, et pas qu'un peu. Alors quels sont-ils? Si j'avais le temps, je dirais, selon vous, quels sont-ils? On va faire un petit calcul tout bête. On va revenir aux besoins totaux en gigawattheure. Si on prend que les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers, Bloomberg dit, alors les chiffres ne sont pas confirmés, mais de foot, ils disent en 2040, le parc mondial des véhicules légers, je pense qu'il parle plutôt de véhicules particuliers, sera en gros de 1,5 milliard de véhicules. Alors partant de cette base, après on peut multiplier ou diviser comme on veut. On va supposer que c'est comme pour des Zoé. Il n'y a que des Zoé, on embarque 50 kWh par véhicule. 50 kWh, 1,5 milliard de véhicules, ça fait 75 TWh de batterie. 75 TWh, et donc on peut imaginer, en se projetant dans quelques années, que le parc mondial va être complètement électrifié pour les véhicules particuliers. Ça veut dire 75 TWh qui va être du stock roulant. 75 TWh, là il faut calculer le stock, on vient de le faire, mais il faut parler du flux aussi. Et là, tout change. Selon que la durée de vie moyenne du véhicule est de 10 ans, si elle est de 10 ans, ça veut dire qu'il faut fabriquer 7,5 TWh de batterie par an pour renouveler ces 75 TWh tous les 10 ans, et elle sera de 3,75, moitié moins, si la durée du véhicule est de 20 ans. Donc on voit qu'on a là un levier colossal pour limiter le flux de matériaux. Il suffit d'augmenter la durée de vie des batteries. Et si on a 3,75 TWh, c'est-à-dire si les véhicules durent tous 20 ans, vous voyez que ce n'est pas très loin de la production de 3,1 TWh que sont capables d'assurer les 100 gigafactories qu'on prévoit de construire. Donc
les ordres de grandeur ne sont pas si idiots que ça. C'est ça que je veux dire. Et donc, par contre, on voit que le paramètre durée de vie des batteries change tout. Ça change absolument tout, pas de plus. Sauf, bien évidemment, si les batteries sont 100 kWh comme on vient de le voir au lieu de 50. Auquel cas, on remultiplie par deux. Donc, dans tous les cas de figure, il faut absolument, parce que c'est bon pour la planète, que les batteries aient la plus grande durée possible. Alors, où est-ce qu'on en est encore? Où est-ce qu'on en est sur la durée de vie des batteries? Alors, il y a quelques années, eh bien, les experts optimistes, j'en étais, disaient, bon, dans un téléphone mobile, on a 400 cycles, 500 cycles dans le meilleur des cas, 500 cycles, il faut recharger une fois tous les 2 jours, ça fait 3 ans de durée de vie pour un téléphone. Et tout le monde s'en contentait parce que 3 ans de durée de vie pour un téléphone, on change de modèle au bout de 3 ans. Et donc, il y a 6 ou 7 ans, les experts optimistes tablaient sur une durée de vie de l'ordre de 500 cycles. 500 cycles, c'est pour un téléphone, ça va bien. Pour un véhicule, ça permet de passer, mais ric-rac. Parce que 500 cycles avec une batterie de 50 kWh comme pour la Zoé, 50 kWh, ça permet de faire 400 km d'autonomie. 500 cycles pour 400 km, ça faisait 200 000 km. C'était short, on n'y arrivait. Et d'ailleurs, comme on n'était pas sûr d'y arriver, Renault à l'époque louait la batterie. Comme ça, si les gens n'étaient pas contents, on changeait la batterie et puis il était déconnu. Aujourd'hui, il ne plus. Tout le monde range la batterie avec le véhicule. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les résultats de terrain qui sont remontés, qui remontent tous les jours, et qui sont assez surprenants. Qui montrent, alors là vous avez un graphe qui donne l'évolution de la capacité de la batterie en fonction du kilométrage parcouru, qui est estimé en miles, en milliers de miles, et la capacité initiale, on parle de 100%, et on décroît. Et ce que montre le graphe, c'est qu'en moyenne, et ça a été renouvelé dans l'Impact Report 2022, mais c'est aussi renouvelé tous les jours au niveau du laboratoire, la dégradation moyenne de la capacité des batteries, c'est de 12% après 300 000 km. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, quelqu'un qui a acheté une Tesla en 2012, il peut la garder 30 ans ou 40 ans. La batterie sera encore bonne. Sauf si le vieillissement calendaire excède le vieillissement par cyclage. Mais par contre, ce qu'il est sûr, et ça je suis sûr de ce que je dis, aujourd'hui on est capable de faire en voie 600, 700 cycles, mais d'ici 2030, avant 2030, on est déjà capable de le faire aujourd'hui en laboratoire, les 2000 cycles ils sont apportés. 2000 cycles, ça veut dire quoi 2000 cycles 2000 cycles pour 400 km, ça fait combien? Ça fait 800 000. Ça fait 800 000 km. Voilà. Bien. Excusez-moi, j'appuie sur. Voilà, je suis. 800 000 km. 400 km par cycle fois 2006, ça fait 800 000 km. Et si, comme consommateur moyen, je fais 13 000 km par an, c'est le cas aussi, probablement, 13 000 km par an, 800 000 km, ça fait 63 ans. On a aujourd'hui des bagnoles, parce qu'un moteur électrique est increvable. Donc si on a une batterie increvable, le moteur électrique increvable, le seul risque c'est la carrosserie. On a aujourd'hui le potentiel d'avoir des batteries qui vont durer, qui vont permettre de durer éternellement, très très longtemps. Alors c'est même gênant, mais je n'ai pas le temps de digresser là-dessus. Mais le jour où ça t'intéresse, on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là, parce que personne n'en veut. Les fabricants de batteries n'en veulent pas, les fabricants automobiles n'en veulent pas, les consommateurs moyens, mais les soixantaines de bagnoles, ils n'en veulent pas non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter les difficultés? Il y a des solutions, on pourra en parler si vous voulez. Alors si ça ne suffit toujours pas, c'est-à-dire si avec tout ça, on n'est toujours pas arrivé au bout, on a toujours des problèmes de matériaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, il y a la filière sodium-ion ou potassium-ion, qui sont en train de sortir d'énergie. Alors, filière sodium-ion, alors je ne vais pas passer sur le détail des compositions chimiques, etc. Je vais pas les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que ça permet de s'affranchir du lithium. On soulève la contention du lithium. Les procédés de fabrication, chance énorme, sont très très voisins de ceux du lithium-ion. Les matériaux d'électrode ne sont pas au plus critiques. C'est des sulfanates de fer ou de potassium. Le coût est relativement plus faible. Par contre, l'inconvénient, c'est que la densité d'énergie est encore plus faible que le LFP. Et il est probable qu'on soit plutôt aux environs 120-130 Wh par kilo après optimisation que 160 Wh par kilo. La synthèse est complexe, ça c'est on sait, on essaie de s'améliorer. Mais alors là, on est pris par la patrouille, là encore, c'est que les batteries sodium-ion, comme pour les LFP, les batteries sodium-ion, elles arrivent en Chine avant la fin de l'année. Alors on sait comment ils font.
mettre 5000 personnes à chaque fois, et puis ils vont à une vitesse terrible. Les constructeurs chinois s'apprêtent à sortir un nouvel as de leur manche. Après la batterie LFP, la batterie sous-avion est en approche. Ça, c'est le 26 avril. Aujourd'hui, CATL confirme que son premier client, Chery, utilisera dans le véhicule, c'est-à-dire véhicule d'entrée de gamme ICA avant la fin de l'année. Donc la Chine est en train déjà de commercialiser la filiation. Au secours. Je passe. Et les perspectives, c'est environ 10 gigawattheures de batteries sodium-ion qui vont être installées d'ici 2025, d'ici 2 ans. 10 gigawattheures, c'est le tiers d'une gigafactory Panasonic Tesla. Avec un coût moyen de 87 $ du kilowattheure et un coût de production qui devrait baisser à 50 $ d'ici 2030. Et là, c'est réellement un véhicule abordable pour tout le monde. Et en même temps, la situation, elle va tellement vite que c'est de jour en jour qu'il faut s'adapter. Et c'est pas possible, c'est comme pour le nucléaire. On ne peut pas s'adapter, il faut anticiper. Parce que si on a adapté, c'est trop tard. C'est déjà qu'on est à la rue. Dans tous les cas de figure, quelle que soit la solution retenue, bien évidemment, comme on l'a dit ce matin, et c'est pour ça que je passerai très vite, le recyclage est impératif. Il y a des initiatives en France sur le recyclage, par Orano et le chinois XTC, qui sont en train de construire deux usines en France, et Eramite et Suez, qui sont en train de construire une usine à Dunkerque pour le recyclage. Mais, d'après ce que je viens de vous dire, les batteries qui ont une durée de vie bien plus importante que celle qu'on pensait au départ ne vont arriver en masse que vers 2026. C'est les premières batteries de Tesla de 2012. Pardon. Ça donne le temps de préparer les procédés. Voilà, j'ai terminé avec la conclusion, c'est mon sentiment personnel qui engage que moi. Donc, mais je vous le donne quand même, sinon je ne ferai pas mon boulot. On a une chance unique, c'est celle de vivre une révolution, une véritable révolution. Et qui, si on s'y prend bien, peut être bénéfique pour tout le monde. C'est très très rare, donc autant en profiter. Bon, elle n'a pas du tout été anticipée en Europe. Zéro. L'électrification du transport va permettre de réduire considérablement la consommation d'énergie fossile, les émissions de CO2, la consommation d'énergie finale, et simultanément contribuer, si on s'y prend bien, là aussi, à réindustrialiser le pays et à consolider sa souveraineté énergétique. Par contre, on voit bien qu'il faut se placer sur un marché en croissance très rapide. Et il ne faut pas se gourer. Alors que les Chinois, les Coréens et les Japonais ont pris 10 à 15 ans d'avance. L'Europe doit impérativement rattraper son retard et se révéler capable de fabriquer dans un délai très réduit des batteries à l'étendard. C'est la survie de son industrie automobile qui est en jeu. Et donc sur une sortie de cours. Bien évidemment, l'accessibilité des matériaux constitue un des enjeux principaux, mais il y a des solutions. Les efforts de recherche de nouveaux gisements portent leurs fruits, et des solutions de repli crédibles sont déjà disponibles. LFP, et puis peut-être sodium-ion, et puis encore peut-être plus tard, potassium-ion. La durée de vie des batteries, bien plus importante qu'anticipée, va permettre de contribuer à alléger les contraintes et permettre aussi le déploiement du véhicule de green. C'est la solution que j'ai citée tout à l'heure, si vous voulez on en discutera. J'ai pas le temps. Et il faut voir aussi qu'on a un atout colossal en France. Colossal. C'est qu'on a un mix électrique décarboné. On est un des pays, sinon le seul, avec la Suède et quelques autres, le mieux placé dans le monde, il faut poser ces mots parce qu'on a une chance inouïe, pour fabriquer les batteries et les véhicules qui vont autour. Donc on doit produire des véhicules abordables pour résister au déferlement des véhicules qui vont être fabriqués hors Europe et qui vont pénaliser le bilan carbone si on ne les fabrique pas en France. Ok. Les acteurs qui réussissent à prendre le marché aujourd'hui, quand on prend un modèle, quand on vend un modèle aujourd'hui, on le vend pour 20 ou 30 ans, donc je vais le marché, j'empêche les autres acteurs de se positionner sur le marché. Parce que le marché, il n'évolue pas beaucoup. Et donc, c'est ce que vont essayer de faire Tesla et les Chinois, qui ont bien compris le truc, hein. Il y a que nous qui n'avons pas compris comment ça marche. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est très bon pour la planète, mais Tesla s'impose dès aujourd'hui en Europe avec des véhicules fabriqués à Berlin, en Chine ou aux USA. Ces batteries seront fabriquées par Panasonic, BYD, CATL ou LG, qui
Tu assèches le marché pour pouvoir tuer la concurrence. C'est délibéré. C'est pas un truc au hasard. La commercialisation du prochain modèle en 2024, c'est la Tesla Model 2, elle va être à 25 000 € maximum, peut-être 20 000. Même s'il est en perte, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est prendre le marché. Comme ça, après, tout le monde est mort. Tesla ne fabrique aujourd'hui la batterie ni le véhicule, non, enfin, ne fabrique pas en France ni la batterie ni le véhicule. La seule option en France qui soit crédible, c'est Total, Stellantis, Mercedes. SAF, Stellantis, Mercedes. Qui doit impérativement produire rapidement des batteries au niveau mondial à un coût compétitif. Renault Solutions, un fabricant chinois, je ne vais pas la récupérer, mais ceux qui ne sont pas capables de fabriquer les batteries et les véhicules plus route dans un des 2 ans sont en grand danger de disparaître. Ce qu'on disait à Autran en 2018, c'est la réalité. On y est, on est. Il y a 4 gigafactories qui sont prévues en France en 2030, contre 12 en Allemagne, et 50 en Europe. La principale option, la principale solution crédible, c'est ACC, avec Total Energy Stellantis. Et Mercedes qui a mis 30% au départ pour voir. La première gigafactory a été... Oh je n'y arrive pas parce que je suis tombé. La première gigafactory a été inaugurée à Douvrin en juin, mais elle n'a pas commencé à produire. Elle commencera à produire, si tout va bien, milieu de l'année prochaine. Mais milieu de l'année prochaine, ça y est, il faut commencer à bourrer au maximum. Renault s'appuie aussi sur l'Aircore qui vient de lever 2 milliards d'euros, mais on voit à qui l'Aircore va se cogner. C'est des monstres. J'espère qu'ils vont réussir. Mais je parierais plutôt pour ACC. Prologio, taïwanais, a décidé aussi de s'installer à Dunkerque. Et Prologio est fournisseur aujourd'hui Mercedes. Et puis il y a une discussion, dont vous avez certainement entendu parler, entre l'exécutif et Tesla pour essayer d'attirer Tesla pour fabriquer des véhicules et des batteries en France. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop sauvé. Merci beaucoup.